Bonjour à tous, merci de nous rejoindre ce matin pour cette conférence de presse en ligne. Je suis Justine Legoas, consultante chez Rumeur Publique et je m'occuperai de la modération de la table ronde. N'hésitez pas à indiquer que vous êtes bien connecté en vous présentant dans le chat YouTube. Vous pourrez également l'utiliser pour poser vos questions durant toute l'heure à venir. Nos intervenants y répondront à partir de 11h. Sans plus attendre, je vous présente nos intervenants ce matin. Frédéric Michaud, directeur des études chez Opinionway. Bonjour Frédéric. Christopher Dembick. Bonjour. Christopher Dembick, chef économiste chez Saxo Bank. Bonjour. Lucie Pinceau, cofondatrice et directrice générale de Reclaim Finance. Bonjour. Et enfin, Maëva Courtois, cofondatrice et CEO d'Helios. Bonjour. Eh bien, nous sommes ici pour découvrir les résultats d'une étude d'opinion exclusive réalisée par Opinionway pour Helios. Donc, sans plus attendre, je laisse la parole à Frédéric Michaud qui va nous en présenter les résultats. Je vous remercie, Justine. Alors justement, la méthodologie du sondage, c'est une méthodologie extrêmement classique que nous avons appliquée dans le cadre de cette enquête. Nous avons interrogé un échantillon national du grand public, 18 ans et plus. Nous avons interrogé très précisément 1039 personnes. La représentativité de cet échantillon a été assurée par la méthode des quotas, qui est la méthode que nous utilisons en France pour réaliser des sondages représentatifs. On connaît la structure de la population française, on l'a reproduit en miniature dans notre échantillon. Cet échantillon a été interrogé par questionnaire auto-administré en ligne il y a quelques jours seulement, du 2 au 4 juin 2020. Et puis nous avons respecté dans cette enquête, comme dans toutes nos études, nos procédures et nos règles de notre norme de qualité. Passons maintenant sans plus tarder aux résultats, avec une première question qui concerne... Voilà, là vous avez le profil de l'échantillon qui est le profil classique. Première question qui concerne la possession d'un ou plusieurs produits d'épargne. Ça aussi, c'est une question classique qui nous permet de caractériser l'échantillon et de rappeler que les Français souscrivent massivement aux produits d'épargne. 83% des Français déclarent disposer d'un produit d'épargne dans un établissement bancaire ou dans un établissement financier. Alors, tout type de produits confondus, livret A, plan épargne logement, assurance vie, etc. Un gros tiers, 35%, ne dispose que d'un seul de ces produits, mais une majorité relative, quasiment 50%, 48%, dispose de plusieurs de ces produits d'épargne. Plus on est âgé, plus on dispose d'un produit d'épargne. Les CSP+, c'est-à-dire les cadres et professions intermédiaires, possèdent logiquement davantage de produits que les catégories populaires, les employés, les ouvriers, qui sont tout de même 77% à en posséder. Ça dit à quel point tout cela est répandu. Il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Et évidemment, la possession d'un produit d'épargne est corrélée au niveau de revenus. Les foyers les plus riches en possèdent plusieurs, et en tout cas beaucoup plus que les foyers les moins riches. Alors passons maintenant à cette première partie qui concerne la transparence des banques et leur utilisation de l'épargne. Avec cette première question, savez-vous comment les banques utilisent, en haut vous avez l'intitulé exact de la question telle qu'elle a été proposée aux personnes interrogées, en dessous vous avez les différents items de réponse avec les pourcentages correspondants. Cette question n'a été posée évidemment qu'aux personnes qui disposent d'un produit d'épargne, donc aux 83% de l'échantillon. Premier résultat, donc les détenteurs de produits d'épargne déclarent être mal informés sur l'usage que les banques font de leur argent, que ce soit l'argent de leur épargne. 47% seulement savent ce que font les banques de l'argent de leur épargne, et 41% savent ce que font les banques de l'argent qui est déposé sur leur compte courant. Donc nous sommes là dans une connaissance qui est minoritaire. Alors, on retrouve certaines catégories qui sont un petit peu plus informées. Ce sont les catégories qui, généralement, quand on traite des questions d'argent, montrent un intérêt plus élevé, c'est-à-dire davantage les hommes, davantage les CSP+, et davantage les personnes de plus de 65 ans. Mais on voit bien que cette connaissance est très lacunaire, qu'elle est très approximative. Regardez le rapport entre ceux qui nous disent savoir précisément
et ceux qui nous disent savoir, mais pas précisément. C'est très clair. Nous sommes là face à des épargnants qui sont mal informés, qui ont une connaissance très floue de l'utilisation de leur épargne par les banques. Avançons encore un petit peu plus dans ce cadre général que nous essayons de dresser à grands traits avec cette deuxième question qui est une question que nous avions déjà posée il y a 3 ans. En février 2017, nous avons repris cette question à l'identique pour éventuellement mesurer des évolutions. Là, en l'occurrence, la question cherchait à savoir, on cherche à mesurer la connaissance par les Français de l'utilisation de leur épargne et des dépôts sur leur compte courant pour financer toute une série de dépenses. Alors vous le voyez, il y a quand même une hiérarchie très nette qui apparaît. Les épargnants supposent d'abord que leur argent sert à financer les banques elles-mêmes. C'est le cas pour 79% des Français, c'était déjà le cas en 2017, ça ne bouge pas. Puis les entreprises et les particuliers. Et en 4e position, la spéculation financière. Dans l'esprit des Français, dans l'esprit de 65% des Français, c'était quasiment 2/3 des Français, l'argent de leur épargne sert à alimenter la spéculation financière. Donc, l'argent de l'épargne sert d'abord aux banques et en particulier à alimenter la spéculation financière. Ensuite, l'argent sert évidemment des prêts aux entreprises, des prêts aux particuliers, puis il sert au financement de l'économie réelle, la construction de logements, le financement de projets locaux, régionaux, ou encore le développement de projets d'intérêt général. Mais les épargnants, vous le voyez, sont beaucoup moins nombreux à estimer que leur argent sert à financer l'économie de demain, et en particulier la transition énergétique. C'est l'avant-dernier domaine. Vous voyez, seuls 38% des Français considèrent que l'argent de leur épargne sert à financer la transition énergétique. Même chose, on voit que c'est assez mitigé en ce qui concerne le financement des acteurs économiques qui ont un impact positif sur la société et sur l'environnement. Donc on a une méconnaissance globale de l'utilisation de l'épargne et puis une supposition sur l'utilisation de l'épargne à des fins qui concernent directement les banques elles-mêmes. Quelle est la source de cette méconnaissance ? Voyons les résultats sur la diapositive suivante. Ces résultats sont éloquents. Il y a une opacité de la part des banques qui est ressentie par la très grande majorité des Français. 84% des Français nous disent que les assurances ne sont pas transparentes dans la manière dont elles utilisent l'épargne et les dépôts des Français sur les comptes courants. De la même façon, 86% des Français nous disent que les banques ne sont pas transparentes dans la façon dont elles utilisent l'épargne des Français. Vous le voyez, les scores sont très très faibles. Parmi ceux qui jugent que les deux acteurs que nous testons font preuve de transparence, c'est 15% pour les assurances. Alors c'est en progression de 3 points. Il y a des efforts qui ont été faits par les banques, mais ça reste quand même très, très largement minoritaire. C'est seulement 13% chez les banques, en recul d'1 point. C'est dire que depuis 3 ans, la situation n'a absolument pas varié en ce qui concerne la transparence des banques. Nous sommes là face à un verdict sans appel. Les banques et les assurances, mais encore plus les banques, font preuve d'une opacité totale sur la façon dont elles utilisent l'épargne et les dépôts sur les comptes courants des Français. Voilà pour le cadre général, voilà pour la perception de la situation actuelle par les Français. Passons maintenant à une deuxième partie qui concerne les attentes des Français par rapport à l'utilisation de leur épargne par les banques. Quelles sont les utilisations souhaitées ? Diapositive suivante. Nous avons posé la question suivante. Les banques devraient-elles utiliser l'épargne et les dépôts sur les comptes courants de leurs clients pour financer davantage, autant, moins ou ne plus financer chacun des secteurs d'activité suivants ?
Et vous le voyez, la hiérarchie est extrêmement contrastée. Et on va voir que ce contraste renvoie à un jugement très balancé, très équilibré de la part des Français. D'abord, les Français nous disent très nettement que les secteurs d'activité qui ont un impact négatif sur la santé ou sur l'environnement devraient recevoir moins de financement, voire ne plus être financés du tout. C'est le cas pour l'industrie du tabac. 60% des Français nous disent que leur argent, l'argent de leur épargne, ne doit plus financer ce secteur. C'est le cas également pour les pesticides chimiques, au même niveau, 81%. C'est le cas pour les jeux de hasard. C'est le cas pour l'élevage intensif. C'est même le cas pour l'alcool. Et pour les OGM, également 73%. Donc là, il y a toute une série de secteurs d'activité qui ont très mauvaise presse, que les Français ne veulent plus voir financer avec l'argent de leur épargne. On pourrait ajouter, dans une moindre mesure, mais les niveaux sont tout de même éloquents, l'extraction minière, les énergies fossiles, le charbon, le pétrole, le gaz. C'est plus mitigé en ce qui concerne d'autres secteurs d'activité qui sont perçus comme polluants, qui sont perçus comme peu éthiques, à l'image par exemple du nucléaire, 45%, du transport aérien, 43%, ou même de l'armement. Alors là, à chaque fois, on a une courte majorité qui voudrait qu'on finance moins ou qu'on ne finance plus ces différents secteurs d'activité, mais il y a tout de même une minorité importante qui voudrait qu'on les finance autant ou qu'on les finance davantage. Alors comment expliquer ce paradoxe entre d'un côté des secteurs qui sont totalement rejetés, le tabac, les pesticides, etc., et puis d'autres qui font l'objet d'une appréciation un petit peu plus mitigée? C'est très simple. Ces différents secteurs, le nucléaire, le transport aérien, l'armement, sont des fleurons de l'économie française. Et on voit très clairement que les épargnants français se montrent réticents à casser des secteurs qui sont majeurs pour l'économie française, qui sont des moteurs de l'économie française. Évidemment, cette réticence est amplifiée, elle est accrue dans le contexte économique de crise actuelle et de montée du chômage. À côté de ces secteurs, c'est le troisième groupe. Il y a toute une série de secteurs que les Français voudraient voir financés davantage par le produit de leur épargne et bénéficier à des causes écologiques. C'est le cas pour, par exemple, le recyclage plastique. C'est le cas pour les énergies renouvelables, vous le voyez là en vert sur notre graphique, on a une très très forte majorité de Français, à chaque fois c'est supérieur à 80% des Français qui nous disent qu'il faudrait financer autant ou financer davantage tous ces secteurs qui ont trait à l'environnement. Citons également la collecte et le retraitement des déchets ou les transports décarbonés, la collecte et l'assainissement de l'eau également. Voilà toute une série de secteurs liés à l'environnement au sens large que les Français voudraient voir financer. J'ajoute également les nouvelles technologies dans ce grand ensemble, avec, vous le voyez, 80% des Français qui voudraient qu'on les finance plus ou qu'on les finance autant. J'ajoute également les aspects alimentaires, avec les produits bio, alimentaires et au-delà, avec les produits biologiques. Là aussi, 80% des Français voudraient qu'on finance davantage ces produits. Et puis également, ce sont c'est le secteur d'activité qui suscite le plus d'engouement de la part des Français, les modes de production locaux. On voit bien dans toute une série d'études d'opinion que le local a une importance qui progresse en flèche depuis plusieurs années. Les modes de production locaux, c'est aussi une façon de conserver l'emploi et de maintenir l'emploi en France et sur les territoires. Donc cette question est une question centrale. On voit bien que nous avons un jugement qui est très balancé. D'un côté, il y a des secteurs d'activité qui sont rejetés. Il ne faut plus les financer. C'est impératif d'arrêter
immédiatement le financement de ces secteurs. De l'autre côté, il y a des secteurs qui sont importants pour l'économie française, qui alimentent la croissance, qui sont pourvoyeurs d'emplois. Et là, on a un jugement qui est plus mitigé, même si il penche plutôt vers un arrêt progressif du financement de ces secteurs. Et puis à l'inverse, il y a une aspiration sans ambiguïté pour financer tous les secteurs qui concernent le monde d'après. Je sais que l'expression est galvaudée, mais elle renvoie à la fois aux nouvelles technologies, à l'environnement, aux produits bio, aux produits locaux. Donc on a bien au final cette aspiration à une transition dans l'utilisation de leur épargne pour financer des secteurs d'activité. Alors dans ce cadre, quel doit être le rôle des banques ? Réponse avec cette question. D'abord, très clairement, pour 80% des Français, les banques doivent changer la façon dont elles investissent l'argent de leurs clients. Le changement est impératif. Il n'y a pas d'autre possibilité que de changer pour 80% des Français. On monte même à 83% chez les CSP+, donc un appel au changement qui est clair et sans appel. Alors changer, oui, mais pourquoi faire ? D'abord, utiliser l'argent de l'épargne pour financer l'économie locale. On retrouve, et c'est la deuxième fois, cette aspiration au local, qui est une aspiration extrêmement forte, qui est aussi un réflexe de protection de la part des Français. Un petit peu en deçà, mais les chiffres sont massifs, 70% appellent à un financement de l'économie réelle, et pas de l'économie virtuelle, c'est-à-dire de la finance. On a vu au tout début de l'étude que l'argent des banques servait d'abord aux banques et ensuite à la spéculation financière. C'est exactement ce que les Français ne veulent plus. Financer l'économie locale, financer l'économie réelle et évidemment relancer l'économie. Là, les effets de contexte, et l'étude a été faite il y a une vingtaine de jours, donc on peut sans doute imaginer qu'avec les différentes annonces de plans sociaux, ce chiffre est encore augmenté. Le contexte joue évidemment à plein la relance de l'économie, c'est une façon de préserver les emplois. Et puis jusqu'à présent, on opposait l'économie et l'environnement, c'est pas ce que font les Français. Pour eux, l'argent de leur épargne doit être utilisé pour lutter contre le réchauffement climatique. Alors évidemment, le score est un petit peu plus bas, mais 63%, c'est quand même quasiment 2/3 des Français qui disent que l'épargne doit servir une cause environnementale. C'est encore plus marqué chez les générations les plus jeunes, les moins de 35 ans, essentiellement. Là, on monte à quasiment 70% qui voudraient voir leur épargne utilisée pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc voilà, un appel très clair au changement, changer pour financer l'économie réelle, relancer l'économie, financer le local, mais aussi lutter contre le réchauffement climatique. Alors dans ce cadre, quelle est l'utilisation par les banques de l'épargne et des dépôts des comptes courants? Est-ce que les acteurs bancaires font une utilisation responsable de l'épargne de leurs clients? Premier élément de réponse, c'est incompréhensible. Les produits d'épargne proposés par les banques sont incompréhensibles pour 73% des Français. On a vu, vous voyez, il y a quand même une très grande cohérence dans les réponses des Français. On a vu tout à l'heure que les Français ressentaient une grande opacité. Cette opacité est évidemment nourrie par ce sentiment d'incompréhension des produits d'épargne qui sont proposés par les banques. Les Français se trouvent totalement démunis face au vocabulaire utilisé, face à la multiplicité des produits qui leur sont proposés. C'est une terra incognita pour, vous le voyez, quasiment 3/4 des Français. Donc ça, c'est le premier élément. Il y a une grande confusion, il y a une grande opacité qui fait que tout ça est incompréhensible.
Deuxième élément, la majorité des interviewés jugent que les banques ne se préoccupent ni de l'impact social, 78%, ni de l'impact environnemental, 80% de leurs investissements. Là aussi, les chiffres sont éloquents, quasiment 8 Français sur 10 qui nous disent que les banques ne se préoccupent pas ni de l'environnement, ni de la société. Pas d'attention pour les effets, les impacts, les conséquences sociales ou environnementales des produits d'épargne qu'elles proposent ou dans lesquels elles investissent. Pire encore, les Français soupçonnent volontiers les banques de se livrer à une activité de greenwashing. Vous le voyez, c'est la première réponse. Les fonds verts, les investissements socialement responsables, les fameux ISR, servent avant tout aux banques à se donner bonne conscience pour 85% des Français. De la même façon, ces fonds verts, ces investissements ISR servent avant tout aux banques à faire de la communication pour 80% des Français. Donc c'est une façade, c'est une ruse, c'est un stratagème de communication mis en place par les banques pour se donner bonne conscience, pour se repeindre en vert, pour tenter d'épouser les préoccupations environnementales, écologiques actuelles, mais c'est une posture qui ne correspond pas à la réalité. Et puis, en bas de tableau, deux résultats qui me semblent particulièrement intéressants, et d'ailleurs qui sont convergents. Pour 70% des Français, il est illusoire de penser que les banques peuvent faire des investissements qui sont à la fois rentables et respectueux de la société. Quasiment au même niveau, 68%, il est illusoire de penser que les banques peuvent faire des investissements rentables et respectueux de l'environnement. Comme si, dans l'esprit des Français, respect de l'environnement, respect de la société étaient incompatibles avec la rentabilité et les performances économiques. C'est-à-dire que le vieux schéma de pensée perdure précisément parce que les Français ont le sentiment que les banques ne jouent pas réellement le rôle de produire des investissements verts, ont le sentiment que tout ça est une posture de communication, et tout ça leur donne le sentiment d'une incompatibilité. Terminons avec la dernière partie qui concerne les attentes des Français quant à l'utilisation de leur épargne. Très clairement, dans ce domaine, les Français souhaitent reprendre le pouvoir. Souhaiteriez-vous choisir la façon dont votre épargne et vos dépôts sur les comptes courants est utilisés par les banques? Oui, à 86%. Et même oui, tout à fait, pour un tiers des Français. Donc une adhésion massive à une volonté d'être autonome, d'être plus autonome en tout cas, dans l'utilisation de son épargne, dans le choix de la direction et de l'investissement de son épargne par les banques. Ce 90% se transforme en, ce 86% pardon, se transforme en 90% chez les 35-49 ans, donc le cœur de cible des épargnants, et il n'y a pas de différence entre les CSP+, et les catégories populaires. C'est un oui massif qui traverse toutes les catégories de la population. Vous le voyez, il y a seulement 13% des Français qui continuent de faire confiance aux banques et qui leur délèguent la façon d'utiliser leur épargne. Alors c'est vraiment important ce point, et ça m'amène à la question suivante, parce que c'est un point qui serait de nature à favoriser un changement de banque. Quand nous interrogeons les Français sur leur propension à changer de banque, on voit apparaître trois motivations très fortes. 3/4 des Français pourraient changer de banque pour être certains de l'indépendance et de l'intégrité de leur banque. On a vu qu'il y avait un grand soupçon, qu'il y avait une méfiance, qu'il y avait une défiance, et donc il y a un appel à l'indépendance et à l'intégrité, à une forme d'honnêteté, de probité de la part des banques. Si une banque était capable de donner des garanties dans ce domaine, on voit qu'une proportion très importante des Français pourrait changer de banque, quitter sa banque pour rejoindre
cette banque, c'est encore plus marqué chez les 25-34 ans, qui, on le sait, ont un comportement qui est beaucoup plus mobile. Au même niveau, 73% des Français seraient prêts à changer de banque pour savoir où va leur argent. C'est très cohérent avec la question précédente. Il y a une aspiration à davantage de traçabilité de son épargne. Et à nouveau, c'est encore plus marqué dans les réponses des 25-34 ans. Et puis enfin, 69%, donc c'est plus de 2/3 des Français qui seraient prêts à changer de banque pour être certains que leur argent est utilisé dans le respect de l'environnement et dans le respect de la société. Ça dit bien aussi, à nouveau, cette aspiration très très forte de la part des Français à inventer un nouveau modèle. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les principaux résultats de cette étude. On le voit, les Français sont prêts à changer de banque pour avoir leur mot à dire finalement sur l'utilisation de leur argent, de leur épargne, des dépôts sur les comptes courants, des placements. Il y a une exigence très très forte de la part des Français qui est adressée aux banques, exigence de transparence parce qu'il y a de l'opacité. Ça, c'est très clairement documenté dans notre étude. Alors pour autant, les Français ne font pas preuve d'angélisme. On ne verse pas dans le monde idéal. Tout ça doit se faire de manière raisonnable et rationnelle. Il doit y avoir une transition. Il n'y a pas de cynisme non plus chez les Français qui plébiscitent à la fois le soutien au secteur phare de l'industrie française parce qu'ils financent et ils alimentent la croissance et l'emploi, mais en même temps, dans le même temps, simultanément, le financement de projets respectueux de l'environnement sur lesquels les Français estiment qu'il faut avancer. Il y a là une véritable sommation qui est adressée aux Français. Les banques ne peuvent plus rester sourdes à l'ensemble des aspirations qui sont de plus en plus fortement évoquées par les Français, sous peine de voir une partie importante de leurs clients les quitter à moyen terme, voire à court terme. Merci beaucoup Frédéric pour les résultats de ce sondage donc, qui sont extrêmement intéressants, qui sont sans appel, vous l'avez vu, concernant le besoin à la fois de transparence, l'envie des Français de voir finalement l'alignement de leurs convictions environnementales et sociales et la façon dont leur argent est utilisé par les banques. Pourtant, comme le disait Christopher Dambik, un certain nombre de critères ont déjà été mis en place. Il a mentionné l'ESG notamment, la place du régulateur. Finalement, peut-être que Lucie Pinson peut également nous apporter son éclairage et nous expliquer quel est l'impact véritable des banques sur l'environnement. Oui, bien volontiers. Bonjour. Alors peut-être qu'on va commencer par rappeler la réalité aujourd'hui et laisser les chiffres parler pour eux-mêmes sur les réels financements des grandes banques internationales à l'économie et notamment en se concentrant sur le secteur énergétique. Peut-être tout d'abord un petit point vraiment historique. La responsabilité des banques dans le dérèglement climatique a été découverte finalement assez tardivement. Les premières campagnes d'ONG ont mis sur la table sont apparues donc autour de 2005, mais il va falloir attendre plus de 5 ans pour que les banques commencent à reconnaître leurs responsabilités dans l'orientation dès leur financement, à savoir par exemple pour le secteur énergétique, vais-je financer les énergies fossiles ou alors les énergies renouvelables. La COP21 a bien entendu été un puissant accélérateur et le climat aujourd'hui est en tête des priorités des grandes banques françaises, notamment ou peut-être exclusivement, en tout cas en termes de communication. Parce que la réalité, malheureusement, c'est que les grandes banques internationales continuent aujourd'hui de financer massivement les énergies fossiles pour s'en tenir toujours qu'au secteur de l'énergie. Nous avons publié donc avec Reclaim Finance et 5 autres ONG au niveau international un rapport qui s'appelle le Banking on Climate Change, donc la version 2020 qui regarde l'intégralité des financements alloués par les grandes banques internationales aux énergies fossiles. Et on a trouvé que les banques
ont alloué 2700 milliards de dollars aux énergies fossiles après la COP 21, donc après cette reconnaissance de l'urgence climatique, donc entre 2016 et 2019. Les banques françaises y ont fortement contribué puisque les 4 plus grandes banques françaises ont, elles, alloué 214 milliards de financement à ces secteurs-là. Alors, une autre étude parue par Oxfam montre que les banques financent toujours massivement les énergies fossiles par rapport aux énergies renouvelables. Sur 10 euros de financement, l'étude d'Oxfam a montré que 7 allaient aux énergies fossiles contre seulement 2 aux énergies renouvelables. Alors, on pourrait tenter de dédouaner les banques en pensant que finalement, les banques financent le monde tel qu'il est aujourd'hui. Et puisque notre économie repose aujourd'hui majoritairement sur les énergies fossiles, il est logique de trouver fortement du carbone dans leur bilan et d'avoir une surexposition aux énergies fossiles par rapport aux énergies renouvelables. Cependant, les vrais indicateurs, ils ne sont pas là. Ils sont dans la construction, en effet, des financements de demain et la dynamique qui se met en place et qui s'est mise en place depuis 2015. Est-ce que 2015 a vraiment entraîné un sursaut de la part des banques sur la question climatique? Il n'en est rien puisque le même rapport que nous avons publié donc en mars montre que les banques ne cessent d'augmenter leur financement aux énergies fossiles d'année en année, avec une augmentation de 15% de leur financement aux énergies fossiles entre 2015 et 2019. On voit même, si on regarde les entreprises qui, loin de se décarboner, de transformer leur activité pour s'adapter au monde de demain, mais au contraire continuent de développer et d'augmenter leur production d'énergie fossile. Là, on voit que 975 milliards de dollars sont allés à ces entreprises et les banques françaises ont augmenté leur financement à ces 100 entreprises entre 2018 et 2019. Par ailleurs, le constat n'est pas tout noir, il y a des changements, notamment l'année dernière, la place financière de Paris, avec le soutien du gouvernement, a fait une grande annonce, donc le 2 juillet 2019, et a, main sur le cœur, promis de contribuer à l'atteinte de l'objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050, ce qui est nécessaire aujourd'hui si on veut limiter le réchauffement à 1,5 degré et éviter les impacts dont Christopher parlait précédemment. Cependant, la date d'anniversaire de cet engagement donc, arrive, c'est la semaine prochaine. Et lorsqu'on regarde l'état des avancées au niveau de la place financière de Paris, on se rend compte que finalement, seulement 8 acteurs financiers français ont tenu leurs promesses et se sont dotés d'une stratégie de sortie du secteur du charbon comme annoncé l'année dernière, et que la majorité des grandes banques françaises aujourd'hui n'ont toujours pas cette politique-là. Au contraire, certaines banques françaises continuent aujourd'hui d'augmenter leur financement aux entreprises qui développent de nouvelles centrales à charbon ou ouvrent de nouvelles mines, notamment en Australie. Alors là, l'idée qui est un peu partagée par le grand public et qui est révélée par le sondage, c'est qu'il y a une défiance, et cette défiance, elle est fondée puisque les banques elles-mêmes, en fait, ne tiennent pas leurs promesses en matière climatique. Donc les banques françaises, lorsqu'il s'agit de climat, sont encore beaucoup trop dans le dire et pas dans le faire, dans la communication et pas du tout dans l'action. Face à ce constat, que peut faire l'épargnant ? Les chiffres du sondage sont éloquents, ils parlent pour eux-mêmes. On voit que finalement, les citoyens n'ont pas totalement encore conscience du puissant bulletin de vote que représente leur portefeuille, leur compte en banque. Puisque leur réalité bancaire, elle se résume à quoi ? Elle se résume à prendre un rendez-vous, même malgré la déconnexion. Aujourd'hui, les banques sont surtout en ligne, mais il arrive encore de se déplacer en agence. La réalité de l'épargnant va être les pancartes d'éoliennes éventuellement dans le bureau qui pourraient laisser croire que les banques finalement financent cette économie-là. Mais en réalité, et les chiffres du sondage le montrent, c'est que la réflexion ne se fait même pas. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un total manque de transparence et que c'est vraiment lorsqu'on pousse les épargnants à se questionner sur l'usage de leur argent que là, on se rend compte qu'il y a une incompréhension, une méconnaissance finalement de la manière dont est utilisé l'argent.
je ne pourrais que abonder le fait que l'argent va aujourd'hui beaucoup trop à la spéculation par rapport à l'économie réelle. Cependant, on est bien là sur du pressenti et pas sur du factuel. Et d'ailleurs, les autres pourcentages du sondage montrent que les Français n'ont pas une réelle connaissance de l'usage qui est fait de leur argent par rapport aux données financières qui sont disponibles et qu'on a à notre disposition. L'autre réalité, c'est que le conseiller financier, aujourd'hui, il n'est pas formé à ces questions-là. Donc, même si demain, interrogé par l'épargnant, il ne pourra pas, ces épargnants ne pourront pas avoir de réponse satisfaisante et que les conseillers financiers, leur prime, leur salaire, aujourd'hui, n'est pas fondé sur leur capacité à aller mobiliser de toute manière l'argent de leurs épargnants pour le mettre au service de la construction du futur. Je vais contredire la première intervention parce qu'aujourd'hui, la majorité des produits d'épargne, y compris l'assurance vie, ne donne majoritairement une grande place aux énergies fossiles, aux entreprises pétrolières et gazières. On va retrouver du total dans beaucoup de fonds. Et la mention ESG, ISR, quand bien même elle serait comprise par les Français, ce qui n'est pas le cas, aujourd'hui n'est pas un gage du caractère vert de ces fonds. En réalité, ces fonds révèlent une réalité très très vaste et il y a majoritairement beaucoup d'énergie fossile dedans. Lorsque Amundi, premier gestionnaire d'actifs, donc c'est quand même intéressant, dit on va faire de l'ESG sur l'intégralité de ces fonds, ils ne sont pas en train de dire on va arrêter le financement des énergies fossiles. Et on voit bien d'ailleurs que le développement de la finance ESG est accompagné par le développement, la croissance des financements aux énergies fossiles. Donc, lorsque la méfiance des banques, des épargnants est totalement fondée. On a des débuts d'amélioration parce qu'aujourd'hui, les conseillers financiers vont être de plus en plus forcés à demander les préférences extra-financières de leurs clients. Cependant, ce terme est interpellant. L'épargnant ne sait pas ce qu'est sa préférence extra-financière. Il faut lui parler clairement avec une réalité qu'il comprenne. Et si la question est voulez-vous financer tel ou tel projet avec tel ou tel impact ou inversement tel ou tel projet avec tel ou tel impact, là l'épargnant sera en capacité de faire un choix. Mais il faut rendre les choses intelligibles et aujourd'hui ce n'est pas du tout le cas et au contraire nous avons des épargnants forcés de polluer avec leur argent. Le sondage est intéressant puisqu'il montre une volonté très claire de soutenir l'économie réelle et non la spéculation et la volonté des Français aussi de changer le banque. Maintenant, l'alternative pour exister, doit se concrétiser, devenir visible et bien entendu devoir convaincre. Et ça, le sondage le montre très clairement aussi, puisque généralement, petite banque va vouloir, les Français vont devoir être assurés sur la sécurité de leur argent et surtout vont devoir être assurés sur le caractère vert. Lorsqu'une nouvelle banque va se fonder pour dire nous allons faire du vert, on voit bien que les épargnants ne croient pas à la communication des banques et là, il va y avoir un enjeu à dire oui, non, nous, lorsque nous disons vert, on fait du vert. Et donc, il va y en avoir en effet cet enjeu de transparence. Je suis quand même aussi très impressionnée par les pourcentages assez forts de réponses de Français qui disent qu'il n'est pas possible de concilier rentabilité et protection de l'environnement. En réalité, beaucoup de Français seraient prêts à voir déjà leur épargne rapporter moins de toute manière si leur argent servait à quelque chose d'utile. Maintenant, il va falloir expliquer aussi, peut-être changer le rapport à l'épargne, montrer que l'épargne est quelque chose qui est là pour nous protéger et qui n'est pas, on peut après, au-delà de l'épargne, investir son argent dans des projets qui font sens et là, en effet, être légitime pour attendre un retour sur investissement et pour souhaiter voir son investissement fructifier. Cependant, et on le voit bien en effet, en temps de crise, il va être extrêmement important de montrer qu'on peut concilier rentabilité et protection de l'environnement. Et là, en effet, les chiffres aussi sont très très clairs. Les nouveaux projets d'énergie renouvelable aujourd'hui sont plus rentables que les nouveaux projets d'énergie fossile. Aujourd'hui, même construire du renouvelable est moins cher que continuer à opérer les centrales à charbon extrêmement polluantes.
La semaine dernière encore, pour donner un exemple vraiment d'actualité, la société pétrolière et gazière BP a réduit la valeur de ses actifs de 17,5 milliards de dollars après avoir revu à la baisse justement ses hypothèses de prix à long terme. Parce qu'on voit bien que le Covid impacte leur activité et que les énergies fossiles vont devenir des actifs vraiment dépréciés et des actifs qu'on appelle des actifs bloqués qui ne sont pas en mesure de générer de la rentabilité. Cependant, il ne faudrait pas non plus être naïf. Si énergie renouvelable implique généralement, en tout cas, plus de rentabilité, il peut y avoir toujours des échecs, bien entendu. Et l'inverse, par contre, n'est pas vrai non plus. C'est pas parce que les énergies fossiles en majorité sont pas rentables qu'il faut attendre que des banques aient un changement radical dans leur activité. On le voit aussi dans les premières réponses des grandes banques à la crise. Certaines disent qu'elles vont sortir de tel ou tel secteur fortement impacté par la crise du Covid. Mais en réalité, ils n'arrêtent que les entreprises sont très spécialisées et toutes les majeures pétrolières comme Shell, comme Total, qui pourtant prévoient toujours une hausse de leur production pétrolière et gazière ou d'aller forer, explorer même de nouvelles réserves d'énergie fossile alors que celles en exploration aujourd'hui, en production aujourd'hui déjà pourraient nous faire dépasser les seuils fatidiques de 1,5 degré et même de 2 degrés, ces entreprises-là aujourd'hui ne sont pas inquiétées finalement par les grandes mesures climatiques adoptées par les grandes banques internationales. Lucie Pinson, merci beaucoup. C'était ma conclusion, donc c'est magnifique. Parfait. Merci infiniment pour votre intervention et pour cet éclairage effectivement assez différent de celui apporté par Christopher Damdick et auquel j'aimerais que maintenant Maëva Courtois, donc cofondatrice et CEO d'Helios, réagisse. Tout d'abord, encore une fois, Maëva Courtois, merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui sur le studio de Rumeurs Publiques. Est-ce que vous pouvez un peu présenter à nouveau qui est Helios ? J'ai cru comprendre que tout à l'heure, tout le monde ne l'avait pas bien entendu. Oui, donc je vais revenir sur ce que je disais. En fait, on est parti du constat que Lucie a présenté il y a quelques minutes, c'est que l'utilisation opaque des dépôts par les banques aggrave la crise climatique. Et en fait, avec Helios, on oriente l'argent des Français vers des projets d'investissement qui soient respectueux de l'environnement. Et ça, on le fait en créant un nouveau modèle bancaire qui soit basé sur la transparence pour répondre justement aux défis environnementaux et sociaux auxquels on fait face. En fait, si on réfléchit un peu à la crise climatique, on se rend compte aujourd'hui qu'on fait face à un risque vraiment important de crise climatique dans les prochaines années. Et ça fait plusieurs années que les scientifiques alertent sur ce sujet et on commence même à ressentir les premiers effets du réchauffement climatique. On sait, d'après le GIEC, qui est l'organisme de référence sur ces sujets, que si on continue comme aujourd'hui, si on ne change rien et qu'on reste sur la même courbe, sur la même tendance, on fera face à une augmentation des températures de 3 à 4 degrés d'ici 2100. Et du coup, ça impliquerait une élévation des niveaux de la mer de plus d'1 mètre d'ici 2100. Donc bon, ça concrètement, ça aurait des conséquences catastrophiques. Avec, par exemple, en Europe, 60% des Pays-Bas qui deviendraient une zone inondable, mais plus généralement dans le monde, on ferait face à une désertification de la majorité de la planète, ce qui entraînerait des migrations de masse et des conflits pour l'accès aux ressources. Bon, du coup, maintenant qu'on sait ça, on sait aussi qu'il faut agir et que c'est pas dans 10, 15, 20 ans qu'il faut agir, il faut agir maintenant. Et justement, donc Lucie Pinson expliquait bien que ce sont les banques aussi qui sont les principaux acteurs de la pollution. Quelle solution est-ce que vous allez apporter, Helios, en tant que nouvel acteur bancaire ? En fait, le problème auquel on fait face, et Lucie l'a bien expliqué, c'est que le système bancaire est opaque. Du coup, il prend du temps à se transformer et comme les produits financiers, comme l'a expliqué au début Frédéric, que les produits financiers sont peu compréhensibles. Donc, en fait, en tant que client, c'est difficile de questionner ce modèle et de le faire évoluer. Et on le voit dans l'étude, 86% des Français pensent que les banques ne sont pas transparentes, ce qui était présenté au début, sur l'utilisation de l'épargne et des dépôts. Donc, si on veut se positionner sur une trajectoire de 2 degrés, se rapprocher d'une économie bas carbone, comme l'ont promis beaucoup de gouvernements et d'entreprises,
on ne peut pas continuer de démarrer des nouveaux projets d'énergie fossile dans les prochaines années. Et comme l'a expliqué Lucie, et comme on le sait, pour que ces nouveaux projets démarrent, il faut qu'il y ait une banque qui accepte de les financer. Moi, personnellement, je viens de la finance traditionnelle. J'étais dans un fonds d'investissement avant où j'ai créé le pôle de finance durable et j'ai mis en place les critères ESG dans la stratégie de gestion. Et ce que j'ai remarqué, c'est malgré le fait que la finance se transforme effectivement, en fait, on remarque que les échéances, elles restent trop lointaines et que le système financier, il est vraiment trop lent pour se transformer, surtout sachant les échéances qu'on a, en tout cas au niveau du réchauffement climatique. Nous, on a créé Helios justement pour proposer une alternative aux banques traditionnelles, pour que tous les Français qui veulent arrêter de financer via leur banque des entreprises qui représentent un risque pour le climat, un risque pour la biodiversité ou pour les hommes, ils puissent trouver une alternative, qu'ils puissent mettre leur argent dans un établissement qui investit différemment. Alors justement, là-dessus, c'est intéressant, on l'a vu et justement... c'est ce que Christopher expliquait, il y a des critères déjà qui ont été mis en place par les banques pour flécher aussi d'une certaine manière l'argent et l'investissement qu'elles en faisaient. Qu'est-ce qui va vous différencier de ces établissements traditionnels ? Alors, pour répondre à ta question, notre premier produit, c'est un compte courant qu'on sort cet automne. Et ça sera le premier compte courant sur le marché qui garantit que pas un seul euro n'ira financer des entreprises qui aggravent la crise climatique et nuisent à la biodiversité. Pour ça, on a fait une liste d'exclusion qui est précise. Donc, il n'y a pas un euro qui ira dans l'extraction pétrolière, dans le charbon, dans le gaz, dans les pesticides chimiques, dans l'élevage intensif aussi ou les monocultures agricoles, par exemple. Et cette liste d'exclusion, on a décidé de la faire participative pour que chaque client puisse mettre au vote des secteurs qu'il souhaiterait exclure. On a lancé les préinscriptions sur le site Helios il y a environ 2 mois. Et aujourd'hui, on a à peu près 4000 préinscrits. Et depuis, on a eu plusieurs propositions justement de secteurs à exclure, dont la fast fashion qui reçoit beaucoup de votes et le secteur aérien qui aussi a reçu beaucoup de votes. Donc à la place... On s'assure qu'il n'y a pas un seul euro qui ira dans ces secteurs à risque pour l'environnement. Et à la place, avec Helios, on oriente l'argent vers des entreprises qui contribuent de façon concrète à un des thèmes de la transition énergétique. Donc on va investir une partie des dépôts des clients Helios pour financer des projets via des obligations vertes, donc de l'émission de dette. Et on va financer des projets d'infrastructures d'énergie renouvelable, on va financer des projets de mobilité durable et de villes durables, et en général, les modes de production locaux. Après, on pense que pour que le modèle de la banque évolue et s'adapte aux défis environnementaux et sociaux, il faut repenser le modèle bancaire pour qu'il soit cohérent, mais dans sa globalité. Et donc, avoir également un nouveau modèle de gouvernance. Je pense que c'est important. Et pour ça, le premier chantier, et on n'arrête pas d'en parler depuis tout à l'heure, c'est la transparence, pour faire face, du coup, à cette opacité. Et parce que nous, on pense qu'une banque moderne, en fait, c'est une banque qui rend des comptes à ses clients. Donc chez Helios, nous, on a décidé de mettre en place un impact board, donc qui sera directement visible depuis l'application mobile pour que le client sache exactement où va son argent, comment Helios l'investit, quels projets sont soutenus, et ça avec le détail précis, secteur par secteur, entreprise par entreprise, pour comprendre rapidement l'impact de la communauté et l'impact des investissements, et que le modèle puisse être challengé par les clients directement. Ensuite, la transparence, on pense ce que j'expliquais tout à l'heure, que la transparence, elle ne peut pas uniquement être dans les produits, mais elle doit être aussi dans les frais bancaires. Donc nous, on va publier annuellement le détail de ce qui permet de payer nos salariés, notre infrastructure, la tenue de compte, que le client comprenne qu'avec son abonnement mensuel de 6 €, exactement à quoi sert ce paiement et cet abonnement. Ensuite, et je pense qu'on est les premiers sur ce sujet dans le milieu financier, on a décidé d'être une entreprise à mission. Donc on a inscrit dans nos statuts
nos objectifs environnementaux et sociaux. Et Helios s'est donné la mission d'œuvrer à l'émergence d'une économie durable via le modèle bancaire. Du coup, on va pas chercher la croissance à tout prix avec une approche très court-termiste comme on peut le voir actuellement dans la banque, mais on a une stratégie long terme qui prend en compte les enjeux environnementaux et sociaux. Et ça implique quand on est une entreprise à mission, ça implique qu'on va être audité annuellement par un cabinet externe qui va vérifier que notre stratégie est effectivement alignée avec notre mission, et on publiera ce rapport annuellement pour que les clients puissent s'en assurer. Maëva, je vous interromps un instant. On a une question dans le chat de la part des Échos et qui nous pose la question, et donc à l'ensemble des intervenants aujourd'hui, de la dernière publication du Network for Greening the Financial System, aussi connu sous son acronyme NGFS, et de ce qu'il faut attendre de ce type d'initiative. Donc à nouveau, finalement, parmi ce qui se passe déjà dans le secteur traditionnel bancaire, des initiatives, un certain nombre de grandes démarches, qu'est-ce qu'il faut en attendre concrètement ? Lucie Pinson, peut-être que vous voulez éventuellement y réagir ? Oui, tout à fait. Alors en effet, c'est un réseau qui est assez encore méconnu, qui a été lancé en 2017 au One Planet Summit et qui réunit les grandes banques centrales internationales, en tout cas un nombre important de banques centrales, notamment la Banque de France, et qui vise donc à soutenir, en tout cas être également un laboratoire d'idées et à identifier les moyens pour les banques centrales de contribuer donc à la transformation de notre économie, à la transition énergétique. Malheureusement, aujourd'hui, on voit que c'est encore très difficile pour ce réseau de vraiment aborder le concret. Le problème principal des banques centrales aujourd'hui est que leur mandat, en tout cas officiel, est de stabiliser, de contribuer à la stabilité financière. Et donc, la cause climatique est vraiment approchée dans une gestion du risque financier. Cependant, et les banques centrales et le NGFS en particulier donc travaillent énormément là-dessus, sur la mise en place de données, de méthodologies qui peuvent accompagner ce travail-là. Cependant, la Banque de France le dit elle-même, c'est que le dérèglement climatique soulève des risques qu'on n'est pas en mesure d'appréhender avec les modèles classiques, et on est plutôt dans un contexte d'incertitude radicale, et que dans ce contexte d'incertitude radicale, il faudrait que les banques centrales et l'intégralité des acteurs en fait adoptent un principe de précaution et ne cherchent pas à agir en compréhension de l'impact des dérèglements climatiques sur la rentabilité financière ou sur la stabilité financière, mais plutôt se saisissent du sujet dans l'autre sens pour prévenir l'impact de leurs activités sur le climat. Merci Lucie Pinson. Je pense que Christopher Dembicq aura aussi un éclairage peut-être assez différent du vôtre à apporter là-dessus. Notamment, vous mentionnez la rentabilité. Christopher, à l'aube de la crise, néanmoins, ça va rester évidemment un indicateur qui est fort. Que penser du coup de ce genre d'initiative qui essaye peut-être de proposer une nouvelle méthodologie ou en tout cas de réfléchir différemment les indicateurs ? Alors, on avait vu effectivement un très fort engouement juste avant la crise, notamment du côté des banques centrales, et je pense que c'est un point effectivement qui est à mentionner et à mettre vraiment en avant. Le rôle des banques centrales est extrêmement important, à la fois pour inciter finalement les banques, et notamment les grandes banques internationales, parce que je ferai une différenciation de grandes banques internationales, effectivement, qui font probablement beaucoup moins d'efforts réels, et les banques de taille plus petite, type banque mutualiste en France. On a de très bons exemples où il y a vraiment une approche qui va au-delà du purement de la communication et du marketing. Force est de constater en tout cas que le mouvement, malheureusement, a été complètement stoppé, bien sûr, du fait de la crise. Vous aviez notamment un point qui était très important juste avant la crise, au niveau de la Banque centrale européenne. Vous aviez une discussion sur ce qu'on appelle la fameuse revue stratégique, qui était est-ce que le rôle de la Banque centrale ne doit pas aussi essayer d'intégrer cet aspect changement climatique qui va, pour reprendre l'expression de l'ancien gouverneur de la Banque d'Angleterre, un Minsky moment, c'est-à-dire un moment qui va vraiment complètement changer l'économie lorsqu'on va avoir cet impact du changement climatique. Malheureusement, comme je le disais précédemment, la crise change un peu la donne, c'est-à-dire l'urgence va être la rentabilité, la croissance à tout prix,
Et malheureusement, à tout prix, on va peut-être avoir une facilité à aller sur les énergies fossiles dans un premier temps, et également, bien sûr, la création d'emplois. Mais malgré tout, je pense qu'on est sur une parenthèse de crise qui va peut-être durer plus ou moins longtemps. On a assez peu de visibilité, très honnêtement, à l'instant T. Mais ça n'induit pas que le mouvement qui a été amorcé, qui sera moteur avec les banques centrales. Je pense que les banques centrales ont un rôle crucial à jouer à cet égard, notamment les banques centrales européennes qui avancent beaucoup sur le sujet du changement climatique, ne va pas être arrêté. Et rouvrir de ce moment sera rouvert. On sait par exemple du côté de la BCE qu'elle veut rediscuter du rôle au niveau du changement climatique dès 2021. Donc je suis quand même assez optimiste sur les prochains mois. Merci beaucoup Christopher. Là-dessus, finalement, Helios propose à nouveau quelque chose d'assez engageant qui n'est pas forcément rattaché pour le moment à ces différentes initiatives, mais qui propose son propre modèle et sa propre gouvernance. C'est quelque chose que vous mentionnez tout à l'heure avec l'entreprise à mission. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter sur ces éléments-là qui sont extrêmement forts ? On pense que, en général, le modèle bancaire doit évoluer et en fait, normalement, tout va dans ce sens-là, puisque la rentabilité des actifs qui prennent en compte, qui sont alignés avec l'environnement et les enjeux sociaux sont rentables. Et on l'a vu pendant la crise du coronavirus, ils ont même été plus résilients. Les fonds d'investissement ont été plus résilients que les fonds contenant du pétrole ou des actifs justement polluants. Donc je pense qu'il y a une urgence à ce que, d'une part, les banques actuelles écoutent les Français, parce qu'on l'a vu, 66% des Français ne veulent pas, ou en tout cas veulent qu'on investisse moins dans les énergies renouvelables avec leur épargne et leur argent en général. Avec les énergies fossiles. Dans les énergies fossiles, oui. Et pourtant, ce que disait Lucie, il y a une augmentation de 15% d'investissement dans ces secteurs-là. Donc je pense que c'est important pour que le modèle bancaire change, comme dans tous les secteurs. Il faut... d'une part, et Christopher a commencé à en parler, de la régulation, mais donc nous on n'est pas sur cette partie-là, mais il faut apporter une alternative et de la concurrence. Et donc avec Helios, on veut apporter cette alternative aux Français qui veulent épargner différemment, mettre leur argent dans un établissement financier qui n'investit pas dans des secteurs à risque pour l'environnement et permettre au système financier en général d'évoluer, de se transformer dans son ensemble via de la concurrence. Merci beaucoup Maëva pour cette présentation de Helios. Un point peut-être sur lesquels vous pourriez revenir, c'est les chiffres clés d'Helios et surtout la date du lancement du produit. C'est ça. Alors on a sorti le site, donc qui est aujourd'hui une landing page pour se préinscrire. On attend, il nous faut à peu près 10 000 préinscriptions pour pouvoir lancer le service. Et on prévoit un lancement à l'automne, donc avec un premier produit qui sera le premier compte courant qui n'investit pas dans des énergies polluantes, dans des secteurs polluants, et qui met l'argent et les dépôts des Français au service d'une économie plus durable. Une question supplémentaire est arrivée dans le chat de la part d'un journaliste. La question finalement de votre statut, à savoir à quel établissement bancaire allez-vous être adossé et de la licence que vous allez demander. Oui, c'est très important. Donc en fait, on n'est pas une banque de plein exercice parce que pour l'être, c'est un parcours réglementaire très compliqué, il faut avoir 30 millions de fonds propres. Nous, ce qu'on a fait, c'est s'adosser à un acteur technologique et financier qui s'appelle Solaris, qui est du coup le seul acteur qui détient une licence bancaire et qui en même temps a la partie technologique pour qu'on puisse se brancher en tant que fintech. Et d'un point de vue environnemental également, pourquoi avez-vous choisi Solaris, cet acteur donc, qui certes a finalement tout le background technologique dont vous avez besoin, mais n'y a-t-il pas plus aussi qui a poussé votre choix ? Si, sur le marché aujourd'hui, nous on a rencontré tous les acteurs disponibles sur le marché et en fait c'est le seul qui nous permette de pouvoir avoir la main
sur les dépôts de nos clients, donc de choisir exactement comment flécher les dépôts de nos clients et d'avoir la certitude par un mécanisme financier où on a notre propre bilan qui nous permet d'être sûr que Solaris ne peut pas utiliser indirectement les dépôts d'Helios pour financer des entreprises qu'on n'aurait pas validées. Donc c'est comme ça qu'on peut dire avec certitude à nos clients qu'il n'y a pas un seul euro qui va à des entreprises qui seraient dans notre liste d'exclusion et qu'on a la capacité, aujourd'hui on est un des seuls acteurs qui a la capacité d'avoir cette dualité, d'être sûr de ne pas investir dans des entreprises polluantes et pouvoir flécher dans les entreprises dans lesquelles on souhaite investir. Donc finalement, vous conciliez transparence, écoute des consommateurs dans la façon dont ils veulent voir leur argent investi. Une question néanmoins qui arrive dans le chat est également de poser finalement le problème tel que vous le faites. Vous considérez donc que des groupes comme Total font forcément partie du problème climatique. Ne peuvent-ils pas également faire partie de la solution ? Pourquoi avoir choisi finalement cette solution assez drastique de l'exclusion ? Parce que ça fait des années qu'on entend que les grands groupes font partie de la solution. Je pense que de toute façon, nous ce qu'on est capable de faire et ce qui est bien, c'est que comme on est un groupe naissant, on a la chance de la jeunesse. On peut décider de ne pas avoir toutes les casseroles qu'ont les grands établissements bancaires. Donc nous, on fait le choix de ne pas investir dans ces entreprises-là, à moins qu'il y ait, si dans quelques années, ils décident d'avoir des politiques vraiment complètes sur l'environnement et le fait qu'ils se désinvestissent avec une politique stricte de désinvestissement des énergies fossiles et une politique stricte d'investissement dans des énergies renouvelables, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui parce qu'ils poussent pour aller plutôt vers du gaz qui reste une énergie polluante. Donc pour l'instant, nous, on peut se permettre d'être très sélectif et très ambitieux sur nos choix. Donc dans un premier temps, non, on n'investira pas dans Total et c'est la raison pour laquelle on le fait. Merci beaucoup. J'en profite pour vous dire à tous et à toutes que le replay sera évidemment disponible de cette conférence de presse. Vous y aurez accès et pourrez y revenir autant de fois que nécessaire et que vous en avez envie. Peut-être une autre question arrive dans le chat avec la question d'investir dans des obligations vertes qui sont, d'après la question, assez controversées. Pourquoi avoir donc fait ce choix ? Alors, en fait, on va surtout investir dans des projets via des obligations qui seront sûrement vertes. Après, c'est pas un critère de choix, c'est juste que ça nous permet d'avoir déjà une liste assez précise d'obligations disponibles. Mais on va surtout sélectionner des projets où on a la certitude que ça permet un gain réel pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre ou apporter plus des nouveaux modèles et créer de l'innovation dans ce qu'on financera. Donc en fait, c'est pas spécifiquement l'obligation verte qui est importante, parce que si on ne regarde pas ce qu'on finance et qu'on utilise juste le label obligation verte, on va avoir quelques soucis. Nous, on va se baser sur ce qui existe déjà, c'est-à-dire que les obligations vertes, ça fait déjà une première sélection, et ensuite, le principe en général dans tous les choix qu'on va faire avec Helios, c'est via la sélection. Et en finance, de toute façon, je pense que l'important, et si on veut bien intégrer les critères ESG ou en général les critères environnementaux et sociaux dans nos décisions d'investissement, il faut le faire avec de l'analyse et pas avec des grilles d'investissement qui permettent juste de cocher des cases. Donc ça, nous, on investira dans des entreprises qui permettent un vrai gain pour l'environnement ou pour la société. Cela signifie donc que vos critères vont être assez précis, assez stricts également. Comment les établissez-vous et quel rôle éventuellement ont les experts qui vous entourent et dont deux sont finalement présents aujourd'hui avec nous. Lucie Pinson et Christopher Dambic donc travaillent avec vous. Est-ce que vous pouvez peut-être préciser la façon dont ils le font ? Oui, alors donc on a monté
un advisory board donc d'à peu près 5 conseillers qui nous suivent, dont fait partie Christopher, qui nous permettra, nous, d'être conseillés et surtout de challenger au quotidien sur la stratégie d'Helios, sur les choix qu'on va faire. On a également, dans le cadre aussi d'entreprise à mission, décidé de créer un comité de mission, et là, dont Lucie Pinson fait partie également. Et là, le but, de la même façon, c'est de challenger les choix qu'on fait pour être sûr qu'on ne dévie pas de façon un peu facile vers de la facilité, et qu'on oublie la mission qu'on s'est donnée. Donc, on a ces deux comités qui nous permettent, nous, de nous suivre sur la durée, de nous aider sur notre stratégie, et de nous aider en général sur la sélection. On passera aussi par des cabinets de conseil spécialisés pour nous aider dans la sélection, mais en général on est accompagné. Très bien, merci beaucoup. Peut-être Christopher, Lucie, vous voulez dire un mot sur la façon dont vous investissez votre temps avec Helios, et pourquoi vous avez choisi de travailler avec eux. Christopher, d'abord, je vous demanderai peut-être d'être bref dans votre réponse pour que Lucie ait également le temps d'y répondre. Bien sûr, je serai succinct. En fait, je connais Maëva depuis déjà quelques années, donc on a suivi mutuellement le parcours, et je pense qu'indéniablement, il y a une vraie demande de la part aujourd'hui des consommateurs, des clients, d'aller vers ce type d'investissement. Et à ma connaissance, effectivement, Helios, c'est le premier projet qui va vraiment jusqu'au bout des choses, puisque on l'a souligné à maintes reprises, il y a de très grandes limites aujourd'hui aux fameux critères ESG, etc. Et il y a aussi l'aspect, je pense, pédagogique qui va accompagner toute la démarche d'Helios, parce que c'est un des éléments qui est essentiel. Donc, très très clairement, je pense qu'il y a vraiment, il y a une réelle demande. Helios va apporter une réponse qui sera parfaite, à mon avis, puisqu'il y a à la fois l'aspect pédagogie et une vraie fiabilité dans les critères d'exclusion, etc. Il y a un réel travail derrière cela. Donc, c'est une très belle démarche. C'est pour ça que je suis très ravi d'avoir été sollicité pour l'accompagner. Merci Christopher. Lucie, peut-être un mot si vous êtes toujours connectée avec nous ? Oui, volontiers. Alors, moi, avant de fonder Reclaim Finance, j'étais chargée de campagne finance aux Amis de la Terre. Et donc, on était, via cette organisation, qui est une organisation dite grassroots, vraiment, notamment de mobilisation du grand public. J'ai participé à énormément d'événements publics, et clairement, il y a une énorme demande aujourd'hui de la part des Français pour une réelle alternative aux grandes banques sur le marché, et qui financent massivement les énergies fossiles. Aujourd'hui, les quelques alternatives à ces grandes banques sont pas satisfaisantes pour diverses raisons que je ne vais pas développer. Mais donc, en tout cas, il y a une réelle demande, et je pense également que Helios, mine de rien, va également contribuer à faire de l'ombre aux grandes banques et à leur prendre quelques clients, et donc va également forcer, mine de rien, les grandes banques à également se transformer, et ça, on ne peut que le souhaiter, puisque le mot de la fin pour moi sera: il y a une urgence, et donc il faut à la fois répondre aux attentes des Français, mais vraiment d'un point de vue beaucoup plus global, être en capacité de mobiliser l'argent disponible pour transformer radicalement nos sociétés. Merci beaucoup Lucie. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à poser toutes les questions que vous avez dans le chat YouTube. Nous y répondrons en direct. Vous pourrez également, si vous le souhaitez, solliciter des interviews avec nos différents interlocuteurs. Et comme je vous l'ai déjà indiqué, le replay sera évidemment disponible dès la fin de ce live pour que vous puissiez le regarder à nouveau. Peut-être Maëva, finalement, un mot de la fin, quelque chose, un chiffre fort, une affirmation peut-être que vous voudriez avoir pour l'ensemble des personnes qui sont présentes et connectées avec nous aujourd'hui ? Oui, moi, le chiffre qui m'a marqué dans ce rapport, c'est que c'est le chiffre des 69% des Français qui seraient prêts à changer de banque pour un établissement qui leur garantisse que l'argent est utilisé dans le respect de l'environnement et de la société. Nous, ce qu'on voit dans les différents clients qu'on a au téléphone et les différents retours, c'est que d'une part, il y a quand même une grande partie de nos clients qui ne connaissent pas
qui connaissaient pas le problème, entre guillemets, enfin, l'impact des banques sur l'environnement, parce qu'on oublie rapidement l'impact qu'on peut avoir. Et du coup, en se rendant compte de ça, on se dit, mais c'est pas possible de continuer comme ça. Et en fait, en un geste rapide, je peux avoir un impact positif, ou en tout cas au moins neutre. Nous, ce qui nous a marqué chez Helios, c'est qu'on voit que en tant que personne, enfin citoyen, personnellement, on va pouvoir agir vraiment en tant que citoyen quand on va aller voter. Ça, c'est bien intégré, les gens le font. Ensuite, il y a depuis quelques années le vote du consommateur en choisissant telle ou telle enseigne, tel ou tel produit plutôt qu'un autre, qui a été développé. Et du coup, on commence à avoir un vote consommateur. Et par ailleurs, ce qu'on voit, c'est que le vote de l'épargnant et le vote financier, il est complètement oublié. Et ça, c'est sûrement dû au fait qu'on ne comprend pas bien comment on peut challenger le modèle, et on se sent souvent illégitime pour aller challenger le modèle de la banque. Sauf qu'en fait, dans le monde dans lequel on vit, la finance, c'est quand même... et la banque, c'est un acteur... très important pour modeler ce que sera l'économie de demain. Du coup, c'est dommage de complètement oublier ce droit de vote financier, épargnant qu'on a. Et je pense qu'il est temps de le faire jouer et de demander aux grandes banques d'évoluer vers des modèles moins carbonés. Peut-être à nouveau, pourriez-vous nous rappeler les grands principes de votre offre et notamment la tarification. Là-dessus, vous avez un modèle finalement qui est assez engagé également. Et je pense que les journalistes, derrière une question du chat, aimeraient à nouveau l'entendre. D'accord. Alors nous, on a décidé de faire... de proposer une offre unique de 6 € par mois, donc qui est vraiment dans les prix du marché. Ce qui est important... Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas de différence entre une offre premium, une offre premier, platine ou que sais-je encore, et l'offre de base. C'est une carte qui est pour l'ensemble des clients de Helios. C'est ça, on a fait le choix pour commencer d'avoir une offre unique, pas quelque chose de surcomplexifié. C'est une offre unique avec comme spécificité également, en plus de ce que j'expliquais, de ne pas financer les énergies fossiles et les industries polluantes, c'est qu'à chaque utilisation de la carte Helios, en général, en fait, à chaque utilisation de la carte, les banques se rémunèrent en ayant des frais d'interchange. Donc, c'est-à-dire que quand vous payez avec votre carte, les banques prélèvent une partie aux commerçants pour se financer. Nous, on va récupérer, on a ces frais d'interchange et on va utiliser ces frais d'interchange en partie pour financer des projets d'énergie renouvelable dans des pays en développement. Et concrètement, dès la sortie du compte courant cet automne, quand un client paiera avec sa carte Helios, ça abreuvera une cagnotte qui finance, on a choisi un projet d'énergie solaire au Sénégal et qui financera du coup un projet d'énergie solaire au Sénégal. Maëva, merci beaucoup pour votre intervention. Merci également à Frédéric Michaud, Lucie Pinson et Christopher Demdick qui ont pu être présents avec nous ce matin pour cette conférence de presse dont le titre était, je vous le rappelle, Épargne et plan de relance et si les banquiers écoutaient les Français. L'ensemble de cette conférence sera disponible en replay et vous pourrez donc y retourner à loisir. Merci à tous, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Merci. Au revoir.